Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de la fête des mères. Alors je sais même pas à quel moment je vais poster cette vidéo, donc je sais pas, ce sera peut-être la fête des mères à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, l'histoire du jour est quelque part liée à cette tradition. Et d'ailleurs entre nous, est-ce qu'on ne devrait pas célébrer les mamans tous les jours? Après tout, c'est la première femme de notre vie, surtout si on a eu la chance de grandir avec une mère aimante. Malheureusement, comme tu t'en doutes sûrement, si je mentionne cette fête, c'est qu'il y a quelque chose de sombre derrière. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'affaire Amy Bosley? Le 17 mai 2005, donc le jour de la fête des mères aux États-Unis, Amy tue son mari, Robert Bosley, chez eux, dans le Kentucky. Elle essaie de maquiller son crime en cambriolage. Heureusement, la police retrouve des preuves irréfutables. Pendant le procès, on apprend que Robert a de graves problèmes financiers et qu'en réalité, c'est sa femme qui détourne son argent pour le mettre dans sa poche à elle. Comme il découvre le poteau rose, Amy le fait taire pour ne pas avoir de problème avec la justice. Résultat, une condamnation à 20 ans de prison pour ce meurtre. Les données du FBI montrent qu'il y a une augmentation des violences domestiques et des meurtres durant certaines périodes de l'année. Ça peut être pendant les fêtes de fin d'année ou n'importe quelle autre fête. C'est comme si certaines personnes cherchaient à marquer des moments censés être merveilleux d'une manière horrible. Et pour l'affaire de ce soir, on se dirige en Pennsylvanie. La Pennsylvanie, surnommée le Keystone State, l'État clé de voûte, est l'un des États les plus historiques et influents des États-Unis. Son relief est varié, avec des montagnes comme les fameuses Appalaches. On y trouve aussi des vallées fertiles, des plaines côtières, une petite façade maritime sur le lac Erie au nord-ouest, et un climat principalement continental avec des hivers froids et des étés chauds et humides. Si jamais tu y fais un tour, je t'oblige à goûter le fameux cheesesteak de Philadelphie. Ce sandwich emblématique est inventé en 1930 par un vendeur de hot-dog. Il est composé d'un pain long et moelleux, de fines tranches de bœuf cuites sur une plaque chauffante, de fromage, d'oignons et de poivrons grillés. Parenthèse culinaire fermée. On se dirige plus précisément dans la ville de Aliquipa où notre affaire commence avec Rachel. Rachel Del Tonto naît le 13 mai 1984, donc à Aliquipa, une petite ville de Pennsylvanie. Aliquipa se trouve à peu près 30 km de Pittsburgh. Pendant pas mal de temps, la ville évolue grâce aux fabriques de sidérurgie, donc la production d'acier, mais depuis les années 80, la ville connaît une crise puisque les usines vont pratiquement toutes fermer. Aujourd'hui, Aliquipa n'est pas le genre de coin qui fait rêver, au contraire, taux de criminalité plus élevé que la moyenne aux États-Unis, beaucoup de pauvreté. C'est pas le tableau idéal pour grandir, mais dans son enfance, Rachel n'en sera pas trop affectée. Elle se concentre plutôt sur sa famille dont elle est très proche, Lisa et Joseph Del Tonto, sa mère et son père. Rachel est enfant unique. Pour Lisa, sa fille, c'est vraiment un cadeau, un trésor avec qui elle partage un lien très fort. Comme ça arrive souvent pour les foyers où il n'y a qu'un seul enfant, toute l'attention est portée sur Rachel. C'est une petite fille extravertie, démonstrative, avec un caractère chaleureux et dynamique. Ses amis disent d'elle que c'est une fille sympa, qui est toujours prête à rendre service. Elle est hyper sociable et on apprécie son sens de l'humour. Rachel, elle adore faire des blagues, et même si c'est une élève modèle, elle préfère passer du bon temps avec ses potes et s'évader dans son monde imaginaire. Elle rêve de voyager partout, dans plein de pays différents. En bref, c'est une ado comme tant d'autres, au détail près qu'elle est super ambitieuse, et il faut le dire aussi, plutôt charismatique. Et ce charisme, elle va le mettre à profit en se lançant à l'université. Alors on sait que ça coûte cher, mais Rachel a de la chance, elle naît dans une famille aisée, elle vit dans une grande maison, elle peut se projeter dans des études secondaires qui lui plaisent. Elle décroche un diplôme dans le domaine de l'éducation, et aujourd'hui, Rachel travaille en tant qu'enseignante pour la Pennsylvanie Cyber Charter School. D'ailleurs, elle bosse surtout en ligne, donc elle suit le parcours de ses élèves à distance, avec des cours par ordinateur. Et c'est en 2015 qu'elle va se fiancer avec un homme du nom de Frank Atropas, un entrepreneur bien connu dans la région, surtout parce qu'il fait pas mal de bruit dans le domaine des services énergétiques et des télécommunications. Certains médias le surnomment même le loup d'Aliquipa, un peu à l'image du loup de Wall Street, un petit clin d'œil à son succès dans les affaires. En plus de ça, Frank est souvent sous les projecteurs puisqu'il côtoie pas mal de gens influents, dont des politiciens. Son boulot et ses relations le rendent assez visible dans les environs et lui permettent de se construire un bon réseau. C'est pas n'importe qui. Avec Rachel, le courant passe bien, en tout cas pendant un certain temps. Leur amour se dégrade de plus en plus et ils se séparent, avant même de se présenter à l'hôtel pour se dire oui. La rupture est difficile, mais malgré tout, Rachel garde espoir. Elle est persuadée qu'elle finira par trouver sa moitié et qu'elle aura droit à une vie épanouie. Pour garder le sourire, elle peut toujours compter sur sa mère, Lisa, avec qui elle partage tout, ses réussites, ses déceptions, mais aussi ses peurs.
Et justement, depuis quelque temps, Rachel a l'impression qu'elle est suivie par quelqu'un. Sans entrer dans les détails, elle en parle à sa mère, et sa mère, ça l'inquiète. Pourquoi ne pas aller prévenir la police se demande Lisa. Rachel a peur de ne pas être prise au sérieux. Nous sommes le 13 mai 2018, et c'est l'anniversaire de Rachel, une date très spéciale pour elle et ses parents chez qui elle habite toujours. Alors certes, Rachel a 33 ans, mais elle reste chez papa-maman vu qu'elle s'y sent bien. Donc le 13 mai, c'est une journée normale qui commence, le ciel est bleu, il fait très beau. Dans cette région, les printemps sont plutôt agréables, et cette année, c'est le cas. L'après-midi s'annonce aussi agréable que la matinée, Rachel passe un bon moment avec ses parents, et c'est l'anniversaire de Rachel, mais c'est également la fête des mères. Alors la famille profite pour célébrer les deux fêtes en une. Oui, aux États-Unis, la fête des mères, c'est pas le même jour qu'en France. Vers 19h30, Rachel sort de la maison pour rejoindre une amie, Lauren Watkins. C'est la fille d'un sergent de police d'Arequipa, et elles ont prévu d'aller manger une glace chez un glacier que Rachel adore, le Hank's Frozen Custard. C'est une enseigne assez connue des gens du coin qui propose non seulement des crèmes glacées délicieuses, mais aussi une cuisine mexicaine authentique. D'ailleurs, Rachel est une habituée de ce restaurant, donc c'est pas surprenant qu'elle choisisse d'aller se faire plaisir là-bas, surtout le jour de son anniversaire. Après leur petite balade, Lorraine raccompagne sa copine chez elle, il est entre 22h30 et 22h45. Devant la maison de la famille Del Tonto, les deux amis discutent de tout et de rien avant de se dire au revoir et bonne nuit. Enfin, Rachel ouvre la portière de la voiture, elle s'éloigne en faisant signe à sa copine, elle se dirige chez elle, et à 22h45 précisément, des voisins sursautent sur leur canapé. Ils viennent d'entendre plusieurs coups de feu. Ils appellent immédiatement la police. Dans l'allée qui mène à la résidence de la famille Del Tonto, Rachel est allongée sur le sol, le corps criblé de plusieurs balles. La jeune femme vient de se faire exécuter, visiblement par une personne qui lui en veut terriblement, au point d'avoir tiré 12 fois en sa direction. Pas besoin d'être un expert en criminologie pour dire qu'il s'agit d'un assassinat. S'acharner à ce point à tirer 12 balles sur quelqu'un, c'est qu'il y a plus qu'une volonté de donner la mort. Mais alors qu'est-ce qu'il vient de se passer? Pourquoi en vouloir à ce point à Rachel, une femme en apparence sans histoire et sans ennemi? Est-ce que Rachel connaît son tueur? On se pose forcément la question quand on sait qu'elle dit à sa mère, quelques jours plus tôt, qu'elle se sent observée et traquée. Quand il est question d'une fusillade dans une enquête de police, la balistique est importante pour monter un dossier. Pour le meurtre de Rachel, les policiers et les experts, arrivés sur les lieux le soir du 13 mai, inspectent de près le corps de la victime. L'autopsie révèle qu'elle est touchée dans la partie supérieure, entre la taille et le cou, les tirs atteignent des organes vitaux, l'attaque est rapide et précise d'après les experts. Selon les enquêteurs, l'intention du tueur est claire, c'est un meurtre prémédité, peut-être un crime passionnel. Ce terme est utilisé parce que Rachel est abattue avec une violence extrême. Alors qu'est-ce qu'on entend par crime passionnel? Selon le criminologue Adrian Rain, dans son livre L'anatomie de la violence, paru en 2013, c'est un crime, souvent un meurtre, qui survient sous le coup d'une émotion intense, comme la jalousie ou la trahison, dans un contexte amoureux. Ces crimes ne sont pas forcément planifiés, mais ils se produisent dans un moment d'impulsion où la personne perd complètement le contrôle de ses émotions. C'est une réaction soudaine et violente où la rage prend le dessus. Dans ce genre de situation, l'agresseur ne prémédite pas son acte, il agit souvent sous l'influence de ses sentiments, avec une telle violence que la scène en devient chaotique. Pour le meurtre de Rachel, certains éléments suggèrent que l'assaillant attend l'instant propice pour passer à l'acte. Après tout, la victime est seule au moment de sa mise à mort. Dans cette embuscade, ce sont peut-être des émotions fortes qui motivent le crime, mais visiblement, le tueur a quand même bien eu le temps de réfléchir et d'organiser le meurtre avant de passer à l'action. Il attend le moment exact où son amie la dépose et qu'elle soit seule devant chez elle. Les enquêteurs cherchent ensuite l'arme du crime et ils interrogent le voisinage. Malheureusement, l'arme n'est pas retrouvée et on n'a aucun témoin oculaire qui pourrait décrire le tueur ou le véhicule à bord duquel il se trouvait par exemple. Personne n'a rien vu. Les premiers rapports d'autopsie sont sans appel. Rachel a été tuée avec une arme à feu à bout portant. Le tireur approche le bout du canon de l'arme très près d'elle pour ne pas rater sa cible. Même si la police arrive dans les minutes qui suivent l'appel des voisins au 911, ils ne retrouvent aucune personne suspecte dans le secteur, aucun suspect n'est immédiatement identifié et le temps presse. Chaque minute qui passe, c'est une chance de plus donnée au meurtrier. Et s'il n'en avait pas fini? Et s'il voulait recommencer? Un homme ou une femme armée dans un quartier résidentiel doit à tout prix être mis hors d'état de nuire.
Officiellement, c'est entre le 14 et le 15 mai que l'enquête débute. La police d'Arequipa prend en charge cette investigation pour homicide sous la direction du chef de la police, Donald Couch, et du capitaine Robert Silock. Malheureusement, dès le début, on s'aperçoit que des négligences policières sont commises dans le plus grand des calmes. La scène de crime, c'est-à-dire l'allée de la maison de la famille Del Tonto, est contaminée par l'ADN de certaines personnes, ce qui va la rendre plus du tout exploitable. D'ailleurs, le sergent Kenneth Watkins, le père de Lorraine, la copine avec laquelle Rachel sort manger une glace ce soir-là, il est présent à ce moment-là, alors qu'il n'est pas en service. La police enquête et interroge les proches de la victime dans les jours qui suivent la mort tragique de la jeune professeure. D'ailleurs, on se demande si on va trouver des preuves du côté des élèves. C'est fort possible. La police va se pencher sur un certain Sheldon Jeter, un ancien élève de Rachel avec qui elle aurait eu une relation amoureuse. Rachel rencontre Sheldon quand elle est enseignante et remplaçante à son école élémentaire. Des années plus tard, ils se retrouvent alors que Sheldon est adolescent. Âgé de 17 ans seulement, il semblerait qu'il y ait quelque chose entre l'ancien élève et sa prof de primaire. Et en effet, au mois de février 2016, la police d'Arequipa interpelle Rachel et Sheldon, tous les deux assis dans une voiture quelque part en pleine nuit. Les deux expliquent qu'ils ne font que discuter, alors aucune accusation n'est portée, mais un rapport de police sera quand même rédigé. Les conséquences de ce rapport, on en parlera plus tard. Ce qu'on sait, c'est que la relation, si elle existe bel et bien, elle est très bien cachée. Les témoignages recueillis au sujet de cette relation, ils sont contradictoires. Certains disent qu'il y a une ambiguïté entre les deux, d'autres disent qu'il n'y a absolument rien de bizarre entre l'adolescent et Rachel. Et je précise qu'en Pennsylvanie, l'âge légal du consentement est de 16 ans, ce qui signifie qu'une personne de 17 ans peut avoir une relation intime avec un adulte ou une adulte, y compris une personne bien plus âgée. Cela dit, la loi impose des restrictions si l'adulte est en position d'autorité ou de pouvoir sur le mineur, comme un enseignant par exemple. Par contre, Sheldon et Rachel, quand ils sont aperçus ensemble dans la voiture, Sheldon n'est plus son élève. Il est donc en âge de consentir à une relation amoureuse avec Rachel. Le lien prof-élève n'existe plus. Maintenant, la question que beaucoup se posent et qui, je pense, restera sans réponse, c'est est-ce que cette relation commence pendant les retrouvailles quand Sheldon est en âge de consentir? Est-ce qu'elle a commencé à l'école primaire? Alors si tu m'as suivi sur Twitch, j'ai souvent parlé d'affaires de où il est question de femmes et d'enfants de primaire ou de collège. Les femmes prédateurs, ça existe aussi, et d'ailleurs il y en a de plus en plus. Mais la question qu'on se pose surtout, c'est qui a tué Rachel? Les funérailles de Rachel se tiennent peu de temps après son meurtre, soit le 16 mai 2018, à l'église orthodoxe grecque de l'Annonciation à Arequipa. C'est une cérémonie très triste, comme tous les enterrements, tu me diras, mais là c'est encore différent. Les proches de Rachel enterrent une jeune femme qui a injustement été abattue. Son tueur s'enfuit dans la nature et pour l'instant personne ne sait où il est. C'est une mort brutale, cruelle, inattendue, qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Lisa, la mère de Rachel, est dans un état de détresse et de souffrance extrême. Elle est tout simplement dévastée, elle arrive à peine à marcher pendant l'enterrement. Elle vient de perdre son unique enfant. L'enquête vient seulement de commencer que la maman éplorée critique la façon dont elle est traitée par les autorités. Selon elle, la police fait très mal son travail. Les enquêteurs ne font pas assez d'efforts et ils ne sont pas assez rapides. Elle déclare à la presse « Notre vie ne sera plus jamais la même. Chaque matin, je me réveille et je prie pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais mon bébé est là, au cimetière, en train de pourrir. Mon cœur est brisé, mon âme est détruite, je ne crois même plus en Dieu. » Joseph, le père de Rachel, est aussi très affecté, mais il préfère rester en retrait des projecteurs, il parle très peu aux médias. Et très vite, tout le monde s'indigne contre les policiers et les enquêteurs. Est-ce que la police est vraiment si mauvaise que ça ? Ou est-ce que c'est la colère qui parle? Plutôt, je te disais que quelques semaines avant sa mort, Rachel confie à ses proches qu'elle se sent observée et suivie. Selon certaines sources, Sheldon a une personnalité jalouse et possessive. Par exemple, un des frères de Sheldon déclare à la police que Rachel lui aurait aussi parlé de ses craintes, du fait qu'elle avait l'impression d'être observée et en danger à cause de son frère Sheldon. Il mentionne aussi un incident qui se produit 3 mois avant le meurtre, incident où Sheldon apparaît de manière inattendue alors que son frère est avec Rachel, et il aurait dit quelque chose du genre « Si mon frère n'était pas là, je te ferai du mal. » Inévitablement, Sheldon devient le suspect numéro 1. Une perquisition a lieu à son domicile pour tenter de mettre la main sur l'arme du crime, mais la police ne trouve rien. En fouillant dans son téléphone, on constate que Rachel et Sheldon sont fréquemment en contact, mais ça ne suffit pas à l'inculper. Pas de preuves,
pas de procès. Les enquêteurs examinent aussi les vêtements de Sheldon, ses ordinateurs, mais on ne trouve toujours rien. On décide alors de le placer sous surveillance. Et de leur côté, la famille Del Tonto, ils continuent de s'indigner, surtout par rapport à la police, qui entretient des liens assez proches avec des suspects. Et c'est le cas notamment du sergent Kenneth Watkins, le père de Lorraine. On rappelle que même s'il est agent, il n'a rien à faire sur la scène du crime au moment où la police commence l'investigation et pourtant on l'autorise à être là. Et à ce sujet, le capitaine Robert Sealock estime que l'enquête peut être effectivement biaisée à cause de l'implication de certains policiers. Le sergent Watkins est donc mis en congé administratif. La maman, Lisa, elle soupçonne aussi Sheldon. Il pourrait être protégé par les autorités. Pourquoi? On ne sait pas. On pourrait se dire qu'elle exagère si on met de côté le fait qu'elle a enterré sa propre fille, mais les craintes de Lisa paraissent de plus en plus fondées. Et un des éléments clés qui fait pencher la balance pour la théorie de la corruption, c'est la fuite du rapport de police en 2016 qui concerne la virée nocturne de Rachel et Sheldon dans la voiture à 2 heures du matin. Alors, faut savoir que ce rapport, il est distribué dans l'école où travaille Rachel, au maire de la ville et même aux médias, ce qui va conduire à la suspension de Rachel. La police clame être innocente dans cette affaire, ils n'ont pas du tout partagé cette nouvelle, nulle part. Donc qui a partagé cette information? C'est une excellente question. Pour Lisa, cette fuite, c'est pas un accident, c'est pas un hasard. Elle soupçonne l'ex-fiancé de Rachel, Frank, d'être impliqué. Il aurait eu accès au rapport peu avant sa diffusion. Est-ce que c'était une tentative de faire du mal à son ex-fiancé parce qu'elle s'est rapprochée d'un élève? C'est possible. Le loup d'Alikipa a peut-être frappé. Après le jeune Sheldon, l'enquête s'intéresse bien sûr à cet entrepreneur à succès, voir s'il n'est pas finalement le meurtrier de son ex-fiancé. Comme on l'a dit, c'est un réflexe habituel dans ce genre d'enquête. La police commence souvent par les proches de la victime, et qui de plus intime que son ex-fiancé. Rachel et Frank sont certes séparés, mais ils ont partagé une relation intense, et leur rupture n'était pas facile. Leurs fiançailles ont été rompues, bien avant sa mort certes, mais leur relation a laissé des traces. À tel point qu'en 2017, Frank se rend au commissariat lui-même pour en apprendre plus sur l'incident du rendez-vous nocturne entre Sheldon et Rachel. Il s'y intéresse vraiment de près. Alors déjà, comment il est au courant? Encore une fois, c'est une excellente question. Bon, je pense que le mec, il est tellement connecté que... Voilà. Peu de temps après, ce même rapport est anonymement diffusé et Rachel se retrouve suspendue de son poste. Les enquêteurs n'ignorent pas ce détail. Comment ce document a-t-il pu fuiter aussi rapidement après l'intervention de Frank? Quand on sait à quel point Frank est respecté et connu pour ses dons d'entrepreneur, quand on sait qu'il a des liens avec des personnes haut placées, la connexion est facile à faire. Finalement, la police interroge Frank à plusieurs reprises après la mort de Rachel. Lisa continue de clamer que Frank pourrait être à l'origine de la fuite du rapport de police, mais aucun rapprochement n'est établi entre lui et le meurtre, malgré le fait que les dates coïncident. Et par date, j'entends le moment où Frank consulte le rapport et la date de la fuite. Et là, on a un gros problème, c'est que Frank, il a un alibi. Quand Rachel, elle est abattue devant chez elle, il affirme qu'il passe du bon temps avec sa nouvelle petite amie, la police vérifie cet alibi et tout semble correspondre, même si c'est vrai que la petite amie, elle aurait pu mentir pour le protéger, mais bon, on n'a pas de preuves matérielles, pas d'enregistrement, pas d'échange entre Frank et Rachel. L'entourage de Rachel affirme que leur relation est restée très tendue, mais Frank, il a un très bon dossier, non seulement par son excellente réputation, mais aussi par le fait qu'il ne s'est jamais montré violent ou agressif envers Rachel ou même envers une autre femme. Est-ce qu'il aurait fait appel au service d'un tueur à gages pour faire le sale boulot à sa place? Cette théorie est évoquée par quelques médias, mais aucune preuve solide ne peut soutenir cette hypothèse. Certes, la rupture entre Frank et Rachel est un épisode difficile de leur vie, et même s'il y a quelques tensions entre eux, les enquêteurs ne notent rien d'inquiétant. Pour que la théorie du tueur à gages soit crédible, il faut des éléments concrets, éléments qu'on ne trouve pas. Après plusieurs interrogatoires, les enquêteurs semblent écarter définitivement Frank comme suspect. Selon eux, son alibi tient la route et aucune preuve directe ne le place sur la scène du crime. Mais pour la famille de Rachel, le doute est encore permis, tout comme pour Sheldon. Aujourd'hui, Frank continue d'affirmer n'avoir aucun lien avec le meurtre et il mène sa vie normalement. Aux yeux de la police, c'est Sheldon qui reste le suspect principal. Mais il manque beaucoup trop d'éléments pour pouvoir l'arrêter. Même s'il est toujours pointé du doigt par la communauté d'Alikipa, il n'y a ni témoin ni preuve matérielle, comme une arme de crime, qui le relie à son ancienne prof. Les enquêteurs trouvent certes des éléments inquiétants, comme le fait qu'il ait harcelé Rachel, mais ça ne suffit pas pour lui passer les menottes. Et en plus de ça, il a un alibi. La nuit du drame, Sheldon explique qu'il est rentré chez lui,
Voilà, c'est tout. Selon ses déclarations, il ne sort pas du tout ce soir-là. Pourtant, non seulement il est vu par des caméras de surveillance en extérieur, mais en plus, ces images, elles montrent que Sheldon porte des vêtements différents de ceux qu'il remet aux enquêteurs quand on lui demande de confier les vêtements qu'il porte le soir de la mort de Rachel. Mais même ce mensonge ne suffit pas à l'inculper. Et si tu as bien suivi, il y a une personne dont je n'ai pas encore parlé et qui aurait dû être évoquée, peut-être pas comme suspect principal, mais au moins comme premier suspect, ou plutôt première suspecte. Je parle bien sûr de la dernière personne à avoir vu Rachel vivante, Lorraine Watkins. Lorraine est-elle vraiment la bonne copine, ou plutôt une menteuse? Étrangement, Lorraine n'entend pas les coups de feu alors qu'elle vient juste de déposer son amie et que, techniquement, elle est encore dans le quartier. Bien sûr, la police l'interroge, mais elle affirme qu'elle ne remarque rien d'anormal après avoir quitté les lieux. Ce qu'on sait, c'est que son cher papa, le sergent Watkins, se rend sur place comme par hasard. Aux yeux des enquêteurs, Lorraine n'est pas une suspecte, c'est plutôt un témoin clé, et elle n'apporte absolument rien à l'enquête. Nombreux et nombreuses sont ceux qui se demandent si papa n'a pas joué de son badge pour éviter des problèmes avec la justice à sa fille. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre les deux femmes? Pour l'instant, aucune réponse à ces questions autour de Lorraine. Malgré les interrogatoires et les perquisitions, aucun suspect n'est officiellement inculpé pour le meurtre de Rachel Del Tonto. Par contre, quelque chose d'assez fou va se produire 2 ans après la mort de la jeune femme, en pleine pandémie de Covid-19. Le soir du 15 mai 2020, un ami proche du fameux Sheldon, Tyreek Pugh, je sais pas comment on prononce, est retrouvé mort sur la rue Kiel. Il est abattu de 7 balles. Quelle incroyable coïncidence! C'est la 2e fois qu'on connecte Sheldon à la mort de quelqu'un. Tyreek est aussi retrouvé par terre, tué en pleine nuit, le corps criblé de balles. Tyreek et Sheldon sont amis. Les caméras de surveillance les montrent même en train de se promener ensemble pour aller manger une glace. Oui, une glace, tout comme l'a fait Rachel le jour de son meurtre. Enfin, c'est trop de coïncidences autour de ce mec Sheldon. À un moment donné, les caméras ne captent plus aucune image de Tyreek, on ne voit plus que Sheldon qui marche tout seul. La disparition soudaine de Tyreek sans explication logique intrigue les enquêteurs qui commencent à avoir l'habitude avec Sheldon. Et pas de chance pour lui, cette fois les preuves contre lui s'accumulent. Les policiers trouvent un pistolet de calibre 380 caché sous son matelas pendant une perquisition à son domicile. En apprenant ça, bien sûr, j'ai cherché quel était le genre de munitions retrouvées dans l'allée le soir du meurtre de Rachel, mais aucune information à ce sujet, malheureusement. Et c'est quand même frustrant de voir qu'on a l'info précise des balles récupérées près du corps de Tyreek, mais rien pour Rachel. Après des tests balistiques, les enquêteurs découvrent que c'est bien cette arme qui est utilisée pour abattre Tyreek. Et c'est pas tout. La voiture de Sheldon est aperçue sur les images de vidéosurveillance, on l'aperçoit en train de rôder dans la rue où le corps de Tyreek est retrouvé. Peu de temps après, les coups de feu. Un tueur revient toujours sur la scène de son crime. Côté mobile, malheureusement, on ne trouve rien, mais les preuves permettent cette fois-ci d'inculper Sheldon. Même si Sheldon affirme considérer Tyreek comme son frère, un procès va bien voir le jour. Au mois de juin 2021, Sheldon, alors âgé de 23 ans, est reconnu coupable du meurtre au premier degré de son ami Tyreek Pugh. Le verdict tombé, il est sans appel, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge rejette également une requête pour un nouveau procès déposé par les avocats de Sheldon, et les avocats affirment qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Selon eux, le jury a été influencé par l'affaire Rachel Del Tonto. Et le fait que Sheldon soit encore dans la sauce peut effectivement faire grincer des dents le jury. Mais les preuves sont solides. Bon, le mec est presque pris en flagrant délit à ce stade par les vidéos de surveillance. La demande est rejetée, et tant mieux pour la famille de Tyreek. Aux yeux de la loi, Sheldon est coupable de son meurtre, mais celui de Rachel reste irrésolu pour l'instant. Pendant le procès, la mère de Tyreek, Delma, elle témoigne « C'est comme si j'avais un trou dans le cœur ». Elle décrit les journées où elle ne peut s'empêcher de pleurer, ses larmes ne s'arrêtent pas de couler. Qu'il s'agisse de Tyreek ou de Rachel, on a 2 mères qui perdent un enfant dans d'horribles circonstances. Aujourd'hui, Sheldon est incarcéré à l'Institut correctionnel de Camp Hill, en Pennsylvanie, où il est condamné à passer sa vie derrière les barreaux. De leur côté, les parents de Rachel, Lisa et Joseph, continuent de vivre à Eliquippa. Ils restent profondément touchés, traumatisés par le meurtre non résolu de leur fille. Et là, on a un nouveau rebondissement. En août 2023, le procureur du comté de Beaver, David Lauzier, désigne officiellement Sheldon comme le principal suspect dans l'affaire. Mais aucun acte d'accusation n'est encore émis. Toujours en raison de l'absence de preuves directes ou matérielles et aussi de l'absence de témoins. Alors même si la
famille de Rachel croit que Sheldon est responsable de la mort de leur fille, bah, ils ne sont pas du tout contents de l'annonce du procureur. Pour eux, c'est juste une manœuvre politique en vue de sa réélection. Les parents de Rachel lui reprochent de ne pas avoir apporté de nouvelles informations, quelque chose qui puisse faire avancer l'enquête. En fait, il ne fait que reconnaître officiellement quelque chose que tout le monde sait déjà, et probablement dans le seul but de montrer qu'il fait bouger les choses pour la communauté, alors que c'est plus ou moins du vent. Faut dire qu'il y a une énorme pression médiatique autour de cette affaire, et les gens d'Alekipa sont en colère. Le procureur se défend, il dit que cette décision, elle permet d'amener une certaine forme de clôture à la famille en attendant des preuves concrètes. Bah, c'est pas une clôture, c'est juste une petite avancée, qui en réalité est juste une avancée pour toi. Il explique que les éléments accumulés par la police à ce jour sont seulement circonstanciels, que le comportement jaloux et possessif de Sheldon est un élément qui pourrait effectivement poser un sérieux doute sur son rôle dans le meurtre. Nathan Bible, qui est aussi candidat, va critiquer cette déclaration prise à l'approche des élections. Dans la même veine que les parents de Rachel, il pense que c'est une manipulation politique pour susciter l'empathie des électeurs. Face à ces critiques, David Lausier maintient ce qu'il dit: le bureau de police travaille toujours activement sur l'affaire et on cherche de nouveaux témoignages, des preuves matérielles pour enfin résoudre le meurtre de Rachel Del Tonto. Espérons que ce soit vrai. Cette affaire fait beaucoup parler d'elle, surtout après avoir été largement médiatisée par l'émission 48 heures, 48 Hours, sur la chaîne américaine CBS. L'épisode intitulé Qu'est-il arrivé à Rachel passe pour la première fois en mai 2019, à peine un an après son meurtre. La célèbre journaliste Erin Moriarty s'attaque à cette affaire non résolue en abordant plusieurs pistes, dont des allégations de corruption au sein de la police d'Alekipa. Cette même émission sera actualisée en décembre 2020 après le meurtre de Tyreek, tué par Sheldon. Ce qui choque les spectateurs, c'est toutes les tensions autour de la mort de Rachel. De son vivant, elle prévient ses proches, dont sa mère, qu'elle se sent poursuivie, traquée. Et pendant cet épisode, la production CBS va aussi révéler de gros scandales liés à la police de la ville, comme par exemple l'ancien chef adjoint Joseph Perchiavalle, qui dénonce des pratiques de corruption au sein du département. Des agents qui prennent des pots de vin pour modifier des témoignages, des agents qui extorquent de l'argent à des dealers pour les intimider. Donc il n'est pas seulement question du sergent Watkins, le père de Lorraine, qui est sur place au moment du meurtre de Rachel alors qu'il n'est pas censé être là. Après ces révélations, l'ancien chef adjoint se retrouve lui-même accusé d'avoir envoyé des messages explicites à une fille mineure, ce qu'il interprète lui-même comme des représailles. Alors du coup, la question des messages envers la mineure, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pour décrédibiliser ses propos, à savoir les révélations sur la corruption au sein du département de police? Pour l'instant, on sait pas. En 2003, un adjoint du shérif, Kim Lay, est accusé d'avoir accepté 12 000 $ pour changer son témoignage, ce qui conduit à l'abandon de charges contre un trafiquant de drogue d'Alekipa. En 2023, un autre drame éclate quand Theon Lewis poursuit la police après avoir été frappé alors qu'il était déjà menotté. Si la mort de Rachel est bien liée à une affaire de corruption ou une conspiration policière, la vérité est pour l'instant très floue. Quand on sait que le suspect désormais officiel est en prison pour meurtre, on peut tout à fait théoriser que c'est lui, le meurtrier de Rachel, mais aux yeux de la justice, ce n'est pas encore le cas. Sheldon ne sortira certes jamais de prison, mais il pourra être jugé à l'avenir pour le meurtre de Rachel et il pourra être condamné s'il est déclaré coupable. Alors personnellement, je trouve qu'il manque énormément d'éléments dans cette affaire, il y a encore trop de questions en suspens. Est-ce que Rachel sortait vraiment avec Sheldon? Si c'est le cas, pourquoi il n'y a pas de SMS retrouvés qui le confirment? Des témoignages de copines à qui Rachel aurait peut-être raconté cette aventure? Des personnes de l'entourage de Sheldon, un gamin de 17 ans qui sort avec une femme de 33 ans, bah souvent à son âge on s'en vante. Je trouve aussi étrange qu'aucun des amis ou connaissances de Sheldon n'ait confirmé ça, ce qui laisse vraiment le doute planer sur cette relation entre l'ancien élève et la prof. Et si vraiment ils étaient ensemble et que Sheldon a voulu la tuer par jalousie, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé, je sais pas, un autre homme dans cette histoire? On n'est pas jaloux juste comme ça? Est-ce que Rachel avait un nouveau petit ami au moment de sa mort qui aurait rendu Sheldon jaloux? Après, c'est vrai, un mec qui peut être jaloux et possessif sans l'existence d'un rival. Souvent, ce genre de profil peut accuser à tort de tromperie, s'imaginer que la personne qu'il veut garder sous son contrôle est avec quelqu'un, alors que c'est absolument pas le cas. Le fameux 6 mois, je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Donc on termine, encore une fois, une affaire irrésolue. T'as remarqué toi aussi que je faisais beaucoup d'affaires irrésolues? Ma mère, elle aime pas ça du tout, hein. Elle m'a dit non mais qu'est-ce qui t'arrive? Je veux du résolu. Je veux... Donc bon, désolée, mais je sais pas, ça m'intrigue un peu plus en ce moment, ça m'intéresse plus, et en vrai, il y a une vraie raison profonde. On va voir si tu peux la deviner, je te laisse mettre un commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.